Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la poule D. Et comme d'habitude, tu l'auras compris sur la miniature, aujourd'hui c'est tout France. Alors, comme d'habitude, on va commencer par un bref point historique, mais qui cette fois sera très bref, car la vidéo sera déjà suffisamment longue. On ne va pas s'attarder sur les faits que nous connaissons déjà. Top chrono. Notre premier titre majeur fut l'Euro 1984. Ensuite, il faut attendre 1998 et Zinedine Zidane pour nous offrir notre première Coupe du Monde. L'Euro 2000 fut la confirmation, c'est notre deuxième Euro. La Coupe du Monde 2002 est un total échec, on ne passe même pas les poules, on va mettre ça sur le dos de la malédiction. Euro 2004, à la surprise générale, c'est la Grèce qui fut championne et c'est la Grèce qui nous élimine aussi en quart de finale. Coupe du Monde 2006, retour de Zinedine Zidane de sa retraite internationale, mais défaite en finale face à l'Italie et coup de boule de Zinedine. Euro 2008, on ne passe pas les poules. Coupe du Monde 2010, aïe, c'est toujours dur d'en parler, c'est l'une des plus mauvaises passes de l'histoire du foot français. Les Bleus ne veulent pas descendre du bus pour s'entraîner. C'est le divorce entre l'équipe de France et ses supporters. Les médias relaient les infos dans tous les sens et nous sommes la risée du football mondial sous Raymond Domenech. 2012, c'est l'Euro. Nous disons enfin au revoir à Raymond Domenech. Bonjour à monsieur Laurent Blanc. Il lance Lloris en tant que capitaine des Bleus. Il doit faire le ménage, il doit renouer avec le public français, avec une équipe qui paraît beaucoup moins talentueuse sur le papier. Il se tape un petit peu le sale travail. Il se fait sortir en quart de finale, encore une fois face au futur champion qui est l'Espagne. Et sur ce, s'en va pour laisser la place à notre sélectionneur actuel Didier Deschamps. Laurent Blanc, merci pour les travaux. 2014, enfin un petit peu d'air pour le football français sous Didier Deschamps. C'est le renouveau, de nouvelles têtes, de nouveaux chouchous comme ce buteur / ailier à l'époque, Antoine Griezmann. Encore un échec en quart de finale et encore une fois contre les futurs champions du monde qui sont l'Allemagne, mais encourageant avec un renouement entre l'équipe de France et son public. L'Euro 2016, la France arrive plus forte que jamais. C'est chez elle que se déroule la compétition, mais c'est malheureusement en finale qu'elle se fait vaincre par le Portugal de Cristiano Ronaldo et le but salvateur de Eder lors des prolongations. Nos Bleus apprennent de leurs erreurs et arrivent à la Coupe du Monde 2018 avec toutes les conditions pour cette fois aller jusqu'au bout de la compétition et ça fait mouche. Kylian Mbappé, la révélation, meilleur joueur, meilleur jeune joueur de la compétition, nous emmène en partie évidemment et nous offre la deuxième Coupe du Monde de l'équipe de France. L'Euro 2020 est un piètre souvenir, on sombre en huitième de finale face à une belle équipe de Suisse. Quel va être le sursaut pour la Coupe du Monde 2022 ? Voilà, on a retracé brièvement le parcours des Bleus. Il est semé d'embûches et à l'aube de la Coupe du Monde 2022, on sent qu'on traverse aussi une nouvelle phase du collectif France. À voir comment ça évolue. En fait, tout simplement, on va espérer forcément le meilleur. Bonus, à savoir que l'équipe de France a toujours compté dans ses rangs un sélectionneur de nationalité française, sauf à l'exception d'une fois un sélectionneur roumain au nom de Stefan Kovac, entre 1973 et 1975. C'est le seul sélectionneur qui n'était pas de nationalité française. Au niveau des qualifications, l'équipe de France avait pour mission de terminer premier de sa phase de qualif. Mission accomplie, mais sans non plus briller. Elle termine avec 18 points possibles pris sur 24, ce qui en fait le moins bon premier en termes de points à égalité avec la Suisse. A noter malgré tout qu'elle a été très solide défensivement, elle n'a encaissé qu'un but à l'extérieur, donc il n'y a que 4 matchs, mais pour que ce soit plus parlant, elle est la meilleure défense à l'extérieur des qualifications, donc sur 55 équipes globalement, c'est elle qui a encaissé le moins de buts. Et offensivement, on sent la puissance de notre trio offensif, notre nouveau trio offensif, la MBG, Mbappé, Benzema, Griezmann. C'est sur 18 buts marqués, 14 buts viennent de l'un de ces trois joueurs. Ça fait 5 buts pour Mbappé, 3 pour Benzema et 6 pour Griezmann.
Ces qualifications ont vraiment été une phase de test pour Didier Deschamps. C'est là qu'il a vraiment essayé de mettre en place son 3-4-1-2. Il a essayé de nouveaux joueurs. Ça a vraiment été une phase de test pur et dur. En ce qui concerne l'effectif maintenant, on va se baser sur un 3-4-1-2. C'est ce qui est mis en place par Didier Deschamps depuis environ 1 an et demi. Notre Didier Deschamps national qui ne fait pas l'unanimité actuellement en équipe de France. Pourtant, c'est le renouveau de l'équipe de France. C'est une finale de l'Euro et une Coupe du Monde. Alors que lui reproche-t-on? Ce qu'on reproche à Didier Deschamps, c'est un manque d'identité. Pas vraiment de circuit préférentiel, d'identité de jeu réel. On joue beaucoup sur nos qualités individuelles. Nos joueurs sont peut-être les meilleurs à quasiment chaque poste et on se repose un petit peu là-dessus. Suffit qu'il y ait un joueur blessé ou un joueur dans un jour sans, on passe généralement à travers de nos matchs. On ressent là que la qualité de l'équipe de France repose beaucoup sur les individualités et non sur le collectif. Il faut se noter quand même que c'est probablement sa dernière Coupe du Monde. C'est sans doute ses derniers matchs avec l'équipe de France. Peut-être avant que le double D passe le relais au double Z, Zinedine, qu'on attend depuis un moment. Mais dans tous les cas, merci Didier Deschamps. Depuis 2012, ça fait 10 ans qu'il est au poste. Dans tous les cas, merci. Au cage, on a le capitaine, Hugo Lloris. Ça fait un petit peu débat parce que Mike Maignan est excellent. Il est peut-être l'un des 3 meilleurs gardiens du monde, sans trop de contestation possible depuis une bonne année. Donc ça fait un petit peu débat, mais je pense que Didier Deschamps veut garder ce certain équilibre, ne pas enlever son capitaine, ce même capitaine qui, dans 3 matchs, sera à égalité avec un certain Lilian Thuram en ce qui concerne le nombre de caps en équipe de France. Et en 3e choix, Areola. Ça fait un petit peu débat aussi parce que beaucoup demandent Alban Lafont. Je pense que là encore, le but est de garder une certaine cohérence collective. À un moment où une équipe de France a beaucoup de soucis extrasportifs, il est bien que des joueurs cadres soient là, comme Areola. Areola est un champion du monde 2018. Il vient aussi pour l'équilibre de ce groupe. En défense centrale, on commence par le défenseur central. Le vice-capitaine, l'indispensable Raphaël Varane. Une période de moins bien, mais il est franchement bien revenu. On voit quand il n'est pas là, surtout en fait. L'équipe de France est un petit peu orpheline de son papa Varane. À droite, défenseur central droit, tout du moins Jules Koundé. Il devrait, dans la logique de Didier Deschamps, être devant William Saliba et Benjamin Pavard, qui n'ont pas encore eu assez de temps ou pas assez prouvé en défenseur central gauche pour accompagner. C'est un petit peu litigieux, mais je pense que c'est Kimpembe qui devrait avoir le poste plutôt que Lucas Hernandez. Je pense que Kimpembe a plus la confiance de Didier Deschamps. Il a déjà été capitaine lorsque Lloris et Varane étaient absents. C'est peut-être le 3e capitaine de cette équipe et peut-être dans l'esprit de Didier Deschamps plus incontestable. Le latéral gauche, donc Théo Hernandez. Pas trop de surprise là-dessus, qui n'aura sans doute du coup pas la chance d'être titulaire aux côtés de son frère, tout du moins de l'équipe type. Vraiment un animateur génial. Il peut très bien attaquer, très bien défendre. Il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Ferland Mendy est le second. Il est très bon, mais peut-être moins dans ce dispositif-là où il s'agit d'être assez offensif. L'autre côté, des interrogations. Coman, Kingsley Coman, pour moi, pourrait être le titulaire. Il n'est pas considéré à ce poste-là pour beaucoup. Pourtant, il a été essayé et il a réussi. Et du côté de Munich, surtout la saison passée, il a beaucoup occupé ce rôle-là de piston, entre guillemets. Je pense qu'il a plus de qualité que son remplaçant, Jonathan Klaus. Mais Jonathan Klaus n'a pas eu beaucoup de matchs dans les pattes avec l'équipe de France. Il n'a pas beaucoup d'expérience malgré son âge. Et je pense qu'il n'a pas encore ce niveau d'application que peut avoir Kingsley Coman. Les milieux centraux, et là, c'est un grand aïe. Je ne mets pas Paul dans cette liste parce que je pense qu'il ne sera pas de la partie. Blessure plus extra sportif, ça sera vraiment dur
pour lui d'intégrer le groupe au dernier moment. Didier Deschamps a dit qu'il voulait que des joueurs à 100% aptes dès le premier match de la Coupe du Monde. C'est donc Tchouaméni et Kanté qui devraient être les titulaires. C'est fort. C'est très fort même, un joli duo, mais c'est quand même pas Paul Pogba, N'Golo Kanté. C'est pas ce même duo-là. Ces deux joueurs-là sont excellents et je les adore vraiment, sincèrement tous les deux. Mais ce qu'apportait Paul offensivement est inégalable en équipe de France. Personne n'est capable d'apporter ce qu'il a apporté, même si Tchouaméni a beaucoup de similitudes, c'est pas encore Paul Pogba. Un Pogba Kanté aurait été top, un Pogba Tchouaméni aussi, mais un Tchouaméni Kanté, c'est un petit peu la moins bonne de ces trois options. On va faire avec et je ne dis pas que ça ne va pas fonctionner, je dis juste qu'on a vraiment une grosse perte à ce poste-là. Surtout que derrière, je pense qu'on devrait avoir Guendouzi, Camavinga, Fofana, Rabiot et aucun d'entre eux pour moi n'est capable d'avoir le niveau de l'un de ces trois précédents qu'on a cités. Ou du moins, pour le moment, Verretou pourrait intégrer cette liste-là, sûrement à la place d'un Camavinga ou d'un Fofana. Je ne peux rien affirmer pour le moment, c'est Dédé qui décidera évidemment. Numéro 10, l'imbougeable Antoine Griezmann. Il n'a pas trop de soucis à se faire puisque même dans son moment de doute là, où Nkunku pousse à la porte derrière lui, il est toujours titulaire Griezmann. Il a même été capitaine lors du dernier match. Donc Dédé lui a vraiment montré la totale confiance qu'il avait en lui. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de surprises là-dessus. Et de toute manière, l'équipe de France, dans ce moment de faiblesse, entre guillemets, a besoin de cette expérience et de cet enthousiasme que peut apporter Antoine Griezmann. Nkunku, je me fais pas trop de soucis pour lui, ça sera un super impact player, un impact player de luxe et dans le futur, il saura nous montrer que ce sera le titulaire, mais après la Coupe du Monde, mon ami. Et au niveau des buteurs, c'est le gros point fort, le gros point positif. On commence par Kylian Mbappé. Il y a malgré tout un certain problème avec Kylian, c'est sa relation avec le public français. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Kylian est quand même très intelligent, mais que son excès de confiance là lui passera. Rappelons-nous Cristiano Ronaldo, c'est facile les comparaisons comme ça, mais Cristiano Ronaldo était un petit peu pareil quand il était plus jeune du côté d'United. Il était assez irritant. Maintenant, on aimerait avoir un Cristiano Ronaldo chez nous. Je pense que Kylian se rapproche un petit peu de ce profil-là. Aimons-le comme Neymar est aimé au Brésil, comme Messi est aimé en Argentine, comme Cristiano est aimé au Portugal. Il faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a d'avoir ce joueur-là qui va écrire et marquer de son empreinte l'histoire de l'équipe de France. Kylian ne le fait pas pour toi, mais pour tous les suiveurs de l'équipe de France et l'équipe de France. À ses côtés, le futur Ballon d'Or. Dans quelques jours, Karim Benzema va être sacré logiquement Ballon d'Or. Son expérience doit aussi mettre Kylian, par exemple, sur le droit chemin, sur le toit du monde et tous les autres jeunes. Parce que, en final, Karim est vraiment l'un des plus vieux de cette sélection et de par son talent et sa sagesse, il se doit d'emmener, malgré une longue période d'absence, c'est vraiment un cadre du groupe et doit emmener tout ça au sommet. Il faut qu'on se rende compte quand même qu'on a, je pense, le meilleur duo d'attaque du monde. Et si on se base un petit peu à l'histoire de l'équipe de France, si à l'heure d'aujourd'hui on devait faire un 11 de légende de l'équipe de France, sur les postes offensifs, on pourrait vraiment pouvoir retrouver Benzema et Kylian Mbappé en tant que titulaire. Ouvert au débat évidemment, mais aux côtés de Thierry Henry, Platini, il y en a d'autres évidemment, voilà, c'est pas attitré, mais faut qu'on se rende compte que de toute l'histoire de l'équipe de France, on a deux joueurs qui jouent ensemble actuellement, qui font partie des meilleurs. Sur le banc, en plus de ça, on a l'étincelant Ousmane Dembélé. C'est vraiment le super sub, vraiment. En fait, je le vois déjà, je vois déjà un Dembouz à la 70e minute nous sauver. On sait qu'on est une équipe qui avons du mal un petit peu dans les poules. On a besoin de ce sauveur-là. Je vois vraiment Ousmane rentrer et mettre le feu de tous les côtés. Kolo Muani, lui, c'est même pas sûr qu'il soit dans cette liste parce qu'on a aussi Wissam Ben Yedder. Mais je pense que Kolo Muani a réussi à jouer quelque chose sans être étincelant. Je pense que Didier Deschamps cherchait aussi un peu de renouveau. Wissam est dans le groupe depuis un moment, mais il n'a jamais prouvé. C'est au tour de Kolo Muani. Et celui qui devrait avoir un tout petit peu plus de temps de jeu, c'est notre Olivier Giroud national. Il a montré qu'il était très important sur le dernier rassemblement. Et évidemment, c'est un joueur qui se rapproche d'un record
dont nous avons tous connaissance, c'est le record de Thierry Henry. Il est à 3 réalisations, je crois, à l'heure où je m'enregistre, d'égaler Thierry Henry. C'est quand même pas rien pour un joueur qui était critiqué comme il a été critiqué. Olivier Giroud s'approche de quelque chose de phénoménal. On sent, mis à part, on met un peu de côté ce record-là, qu'il est un petit peu l'âme de l'équipe de France, qu'il est l'homme qui peut apaiser les tensions, le joueur d'expérience avec Lloris, avec Benzema. On ne peut pas se passer de Giroud actuellement pour moi. On passe maintenant à mon avis final sur la question. Et pour ça, on va s'aider d'un petit tableau où on va faire les moins et les plus. Et on commence bien évidemment par les moins pour finir par les bonnes nouvelles. Il y a quand même beaucoup de négatifs pour moi concernant cette équipe de France. Déjà, il faut voir que l'équipe de France, c'est une victoire sur les 6 derniers matchs. Alors, c'est évidemment une stat qui fait un petit peu peur, surtout quand on est l'équipe de France. Et juste avant la Coupe du Monde, ça met forcément pas du tout en confiance. Deuxième point, c'est l'ambiance groupe. L'ambiance groupe pour moi n'est pas celle de 2018. L'équipe de France n'a pas une ambiance groupe digne d'une équipe championne du monde. La présence d'un Pogba par exemple était essentielle pour ça, un Adil Rami. C'est quand même environ un mois si tu vas jusqu'au bout de la compétition. Un mois où tu vis avec ces mecs-là, c'est plus sur le papier des collègues de travail que des amis, même s'il y a beaucoup de fortes amitiés évidemment. Mais un mois, ça peut être long, ça peut être très long. Et l'ambiance groupe, c'est pour ça, je pense, qu'on a du Areola dans la sélection. Parce que c'est un joueur qui n'est pas le meilleur à son poste. C'est peut-être pas le 3e meilleur gardien français en activité. Mais voilà, il essaye Deschamps de ressouder ça comme il l'a fait en 2018, où on ne comprenait pas le choix Rami, pourquoi Rami, pas Laporte, tout ça. Mais je pense que c'est évidemment calculé. Mais cela n'empêche que l'ambiance groupe France, je ne suis pas à l'intérieur du groupe, mais me semble vraiment pas optimale. Le troisième point est celui où on a pour moi trop peu de certitudes. Je l'ai dit juste avant, mais il y a beaucoup trop de blessés. J'ai fait une équipe type, celle que pourrait aligner Deschamps, mais on ne sait pas ce qui va en être. Des joueurs sont actuellement encore blessés, n'ont même pas encore repris les entraînements. À 2 mois de la Coupe du Monde, ça peut être inquiétant et c'est surtout que on ne sait pas à quoi peut ressembler cette équipe. Les joueurs eux-mêmes ne le savent pas, le sélectionneur lui-même ne le sait pas, parce qu'on a vraiment trop peu de certitudes sur les joueurs et leurs potentielles blessures. Et en plus de ça, sans Pogba. Pogba était l'une de ces individualités-là qui permettait à la France de gagner et il sera sans doute pas là. C'est un gros coup dur, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'envergure qu'il a en équipe de France et je pense qu'on pourrait s'en rendre compte cet hiver en fait. Le 4e point, c'est le Danemark. Le Danemark peut largement nous empêcher d'être premier et nous l'a montré sur le dernier match parce que le Danemark c'est un petit peu l'inverse de nous au final. On y reviendra évidemment plus en détail très vite, mais le Danemark c'est une équipe qui ne brille pas individuellement mais qui collectivement est impressionnante. Et elle pourrait nous empêcher d'atteindre cette première place que l'on va évidemment convoiter et à savoir et à se rappeler plutôt qu'on est toujours plutôt mauvais en phase de poule. On se sauve toujours in extremis à des fins de match. C'est typique français ça. Hein. Et si on finit deuxième et que l'Argentine, comme il est possible, finisse premier, le tableau sera difficile. On les prendrait, eux, l'Argentine, en 8e de finale. Ça aurait pour eux une odeur de revanche sur la Coupe du Monde 2018. Et puis, pour toutes les raisons dans lesquelles j'ai expliqué sur une précédente vidéo sur l'Argentine, ça pourrait être vraiment un tirage très difficile pour l'équipe de France. Le 6e point, et l'avant-dernier, c'est les joueurs déjà champions 2018. En fait, c'est de manière assez logique qu'il faut voir que les champions du monde 2018 dans ce groupe-là seront consciemment ou inconsciemment moins désireux de regagner la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, tu dois la jouer avec 100%, 150% d'envie. Si tu la joues qu'à 99%, ce n'est même pas la peine d'y penser. Ce n'est que 7 matchs, mais c'est 7 matchs où tu dois jouer, entre guillemets, ta vie. Et pour beaucoup, il faut se rendre compte qu'ils l'ont déjà gagné, qu'ils ont déjà atteint cet objectif de vie, ce rêve, et qu'ils ne seront sûrement pas aussi désireux de la remporter une seconde fois.
Et le dernier point, il s'agit de la malédiction. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, parce que c'est évidemment un peu plus bancal. Mais on a pu voir au fil de l'histoire, au final, que le champion du monde de l'année précédente ne faisait vraiment pas une bonne compétition sur l'année qui suivait, sur l'édition qui suivait. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, mais bon, ça compte. Et ça compte au moins mentalement. Dans la tête des joueurs, ils sont au courant de tout ça. On va parler un peu de positif, histoire de terminer sur une bonne note et de se rassurer un petit peu. Mais il y en a quand même moins, je vous le dis tout de suite. Le premier point est Karim Benzema et Kylian Mbappé. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont vraiment deux joueurs qui brillent tellement par leur qualité et on se rend peut-être pas encore compte de à quel point ce sont deux joueurs qui peuvent réellement sauver une équipe de football à eux deux. À eux deux, ils sont capables de faire des différences, ils peuvent nous permettre d'aller plus loin qu'on ne le pense. Le deuxième point est qu'on arrive dans un contexte tellement délicat au final, on était l'un des grands favoris et tout ce chamboulement autour de l'équipe de France depuis quelques semaines, voire quelques mois, nous fait arriver dans un contexte défavorable. Et au final, l'équipe de France peut en tirer parti. Lors de l'Euro 2020, elle est arrivée sereine, avec beaucoup de confiance. C'est peut-être ça aussi qui nous a mis un peu dedans, un excès de confiance, un excès de tout. Là, on arrive dans un contexte très défavorable et au final, rappelez-vous, à chaque fois que l'équipe de France remporte un titre, c'est à chaque fois en arrivant dans un contexte pas super favorable. Toujours elle galère, que ce soit dans les phases de poule ou même à la qualification où le parcours n'est pas joli, des victoires étriquées. Et au final, c'est un petit peu ça l'ADN de l'équipe de France, c'est créer la surprise, être là quand on ne les attend un petit peu moins. L'équipe de France. Et le dernier point est, on est les champions du monde en titre. Au final, il faut le dire, on arrive en ayant le statut de l'équipe à abattre et on se doit de respecter là ce statut parce que au final, c'est vrai, nous sommes les champions du monde. On est actuellement, de ce qu'en dit le dernier titre de champion du monde, on est la meilleure équipe du monde. Alors faisons-nous un petit peu respecter. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle était bonne au final tout simplement. J'espère aussi que vous serez à fond derrière l'équipe de France, à fond derrière Kylian Mbappé, que l'engouement sera bon, positif, que l'équipe de France nous fera rêver, tout ça, tout ça. Évidemment, je suis un peu comme tout le monde, j'en attends beaucoup. À eux de nous montrer, de nous faire rêver aussi, de nous faire revivre 2018, 98 pour ceux qui l'ont vécu. Et sur ce, bah moi je vous laisse et puis on va travailler la prochaine vidéo. À bientôt.